Il faut distinguer la dette publique, qui est un stock, du déficit public, qui est un flux. Si les recettes fiscales à l'année T ne sont pas suffisantes pour couvrir les dépenses publiques, se crée alors ce qu'on appelle un déficit public primaire. Lorsqu'on ajoute au stock de dette en T-1, intérêt compris, le déficit courant en T, on obtient l'encours de dette publique en T. Mais le niveau d'endettement n'est pas forcément informatif en soi. Il faut souvent le rapporter à la taille de l'économie. C'est la raison pour laquelle on s'intéresse davantage au taux d'endettement public, qui est le ratio entre le niveau de dette publique et le produit intérieur brut du pays. L'encours de dette s'accroît dès lors qu'il y a un nouveau déficit public à financer. L'encours de dette s'accroît également si les taux d'intérêt sur la dette publique augmentent. C'est par exemple le cas si les agences de notation et les marchés financiers jugent que la crédibilité de l'État quant à sa capacité à honorer son remboursement de dette publique s'amenuise. Donc les nouveaux créanciers potentiels vont demander des primes de risque qui vont se traduire par des augmentations de taux d'intérêt sur le titre de dette publique. La valeur réelle de la dette publique peut aussi être impactée par deux facteurs. Si l'économie connaît un épisode de baisse des prix, qu'on appelle la déflation, la valeur réelle de la dette s'alourdit. D'autre part, si une partie de la dette est libellée en monnaie étrangère, cette partie s'alourdit mécaniquement si la monnaie nationale s'affaiblit face à cette monnaie étrangère. On voit donc bien que l'accumulation de la dette n'est pas entièrement contrôlée par les choix de la puissance publique, puisque les marchés financiers qui régissent l'évolution des taux d'intérêt et des taux de change ont une action directe sur l'évolution de la dette publique. Quant au taux d'endettement, il s'accroît bien évidemment si la dette publique croît plus vite que le produit intérieur brut. En période de faible croissance ou de récession, les rentrées fiscales s'amenuisent et les dépenses de prestations sociales, comme l'indemnisation chômage par exemple, augmentent, ce qui peut créer un déficit public. Dans l'optique de combler ce déficit, la possibilité d'augmenter les impôts et ou de diminuer les dépenses peut faire courir le risque d'amplifier et de prolonger la crise ou la récession. La dette peut donc apparaître comme un moyen de soutenir un certain nombre de dépenses publiques en permettant de ne pas être trop contraint par la diminution des recettes fiscales. La dette permet aussi de soutenir certaines dépenses publiques qui peuvent être clés pour la croissance potentielle à long terme, comme par exemple les dépenses d'innovation de l'État. Mais si la dette est déjà très élevée lorsque l'économie entre en récession, le pays va être très contraint dans ses marges de manœuvre budgétaires pour essayer de soutenir l'économie. Par ailleurs, si les individus anticipent que le creusement de la dette va se payer entre guillemets par des augmentations d'impôts dans le futur, les agents vont avoir une tendance à épargner davantage, ce qui peut contrecarrer, annihiler les effets de soutien à l'économie par la dette publique. Ce mécanisme que les économistes appellent l'équivalence ricardienne a une pertinence plus ou moins forte selon les pays et selon les périodes, et ce mécanisme nourrit toujours beaucoup de débats entre économistes, mais il a le mérite de rappeler que les individus ont des anticipations, qu'ils adaptent leur comportement au changement de politique économique, et que ces comportements peuvent contrecarrer les effets attendus de certaines politiques économiques. D'autre part, quand bien même les individus décideraient de consommer ou d'investir davantage, grâce au soutien apporté par la dette publique, il n'est pas dit que ce surcroît de demande, ou ce soutien de demande, s'adresse à l'économie nationale dans un contexte d'économie ouverte et globalisée.
Un certain nombre de travaux empiriques ont souligné l'existence d'une corrélation négative entre le niveau d'endettement public et la croissance économique. Mais à ce jour, il n'y a pas de consensus chez les économistes, à savoir si c'est un fort endettement public qui cause une croissance faible, ou si c'est l'atonie de la croissance économique qui cause l'accroissement de la dette. La causalité n'est pas facile à établir sur le plan empirique, et les différentes tentatives réalisées jusqu'ici sont toujours débattues. Régulièrement, et dans de nombreux pays, des économistes et des politiciens proposent des amendements de budget équilibré à la Constitution, les fameuses règles d'or budgétaires, qui sont censées en finir avec les déficits et le creusement de la dette. Mais en fait, ce type de règle peut amplifier les fluctuations. On dit qu'elles sont pro-cycliques. Par exemple, lorsque l'économie ralentit, lorsque l'économie entre en récession, les dépenses de prestations sociales augmentent, les rentrées fiscales s'amenuisent, et ce qui tend à constituer des déficits publics. Si on contraint le solde budgétaire à revenir à l'équilibre, cela implique de diminuer les dépenses publiques et ou d'augmenter les prélèvements, ce qui peut amplifier la récession et donc amplifier les fluctuations de l'économie. D'autre part, il n'est pas sûr que si un excédent budgétaire est réalisé, il sera affecté au remboursement de la dette publique. C'est une question autant politique qu'économique. L'exemple de la cagnotte fiscale apparue sous le gouvernement Jospin est assez emblématique des conflits politiques qui peuvent avoir lieu concernant le partage d'un excédent budgétaire. Sous la pression politique, le gouvernement Jospin avait finalement décidé de baisser les impôts et les taxes plutôt que d'utiliser la cagnotte afin de rembourser une partie de la dette.